En septembre 2012, l'emblématique cabinet de conseil Monitor Group, fondé par Michael Porter et d'autres professeurs d'Harvard, se déclarait en cessation de paiement. Un véritable choc dans un milieu qui connaissait un développement florissant depuis les années 80. Alors faut-il voir dans cet événement le chant du cygne du consulting? Bonjour Marc Mously. Bonjour. Alors vous êtes consultant indépendant, vous êtes chercheur en prospective et vous collaborez régulièrement à Alternative économique. Alors première question, l'âge d'or du consulting touche-t-il à sa fin? Alors sans doute est-il un palier. Un palier. Quand on regarde les courbes, c'est un palier. L'activité s'est tassée et la pression des clients est très forte pour avoir des prestations moins chères, des prestations plus rapides, des démarches plus courtes. Donc beaucoup de défis pour les consultants. Sur l'activité en elle-même, est-ce que les outils, les méthodes sont encore adaptés aux besoins des entreprises aujourd'hui et au tissu économique actuel? Quand on parle de consultants, il y a évidemment des distinctions à faire entre ceux qui tiennent le haut du pavé et qui sont des maisons extrêmement solides, extrêmement lourdes, extrêmement fortes, extrêmement internationalisées, et qui s'occupent d'audit et qui s'occupent de conseils financiers. Bon, celle-là, je n'en parlerai pas. Je parlerai essentiellement, même exclusivement, des conseils en stratégie. Les conseils en stratégie, donc, sont confrontés à de grosses difficultés, à la fois à cause, bien sûr, de la conjoncture économique mondiale. Mais la conjoncture ne suffit pas à expliquer les difficultés. Non, elle ne suffit pas. Et puis aussi, bien sûr, à cause des changements extraordinaires qu'on connaît dans l'économie, dans le fonctionnement des entreprises, dans le pourtour même des entreprises, leur délimitation. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise aujourd'hui? Les consultants sont pour la plupart des gens extrêmement bien formés, avec grossièrement deux catégories, les jeunes qui sortent de grandes écoles, qui sont extrêmement vifs, intelligents, etc., mais qui travaillent sur un acquis qui est ce qu'on leur a appris, c'est-à-dire un acquis du passé. Donc l'une des questions, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui construire l'avenir en s'appuyant sur le passé? En France, on assiste à une vraie pression sur les prix, vous l'avez un petit peu évoqué. Est-ce que cela signifie que la mission de consulting, finalement, elle se banalise? Un peu. Et surtout, les procédures d'achat des entreprises, et surtout des grandes entreprises, et encore pire, des administrations, ne sont pas adaptées à la réalité de ce qu'est une démarche de consulting. Une démarche stratégique, pas une démarche bien sûr classique de conseil en comptabilité ou je ne sais quoi, mais une démarche stratégique, ça se construit avec le décideur, avec le commanditaire. Et on ne peut pas arriver avec un dossier, voilà ce que je vous propose, 18 journées à 1 500 €, etc. Et puis vous me prenez s'il n'y a pas quelqu'un qui fera 17 journées à 1 200 €. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas être une affaire d'acheteur seulement. Il faut que la démarche soit co-construite. Et puis ensuite, bien sûr, on parle de prix. Mais avant tout, il y a cette co-construction qui est très importante. Marc Mously, vous avez écrit dans Alternative économique sur la mondialisation de ces cabinets de consulting, le recrutement massif, le développement en Inde, en Chine. Est-ce que cette mondialisation, elle participe aussi à la banalisation des missions? Oui, tout à fait. À partir du moment où vous ne pouvez pas travailler avec des équipes qui sont des équipes ayant une très grande cohésion, partageant une même éthique. C'est très important l'éthique, en particulier chez McKinsey, que j'ai beaucoup étudié. Ils ont énormément travaillé sur l'éthique, partageant aussi des méthodes qui sont les mêmes, une philosophie du consulting qui est la même. Vous avez une banalisation. Vous commencez à faire du PowerPoint ou du rapport qui, bon, bien léché et tout, mais sur le plan du sens, ça change complètement, quoi. Toujours un petit peu lié à cette thématique de la banalisation, je citais en introduction le Monitor Group de Michael Porter, excusez-moi, qui avait été déclaré en cessation de paiement. Est-ce que ça veut dire que l'ère des gourous est révolue? Alors, les gourous, moi, je n'ai jamais beaucoup aimé. On cite des gourous comme Michael Porter qui est un très grand professeur, mais disons-le clairement, qui n'a jamais rien inventé. Il sait merveilleusement faire son marché dans tout ce qui existe, le mettre en forme, l'expliquer clairement, etc.
Mais bon, en faire un gourou, il s'est trompé sur beaucoup de sujets, hein, et dans la gestion de sa boîte même, ça n'a pas été formidable. Les grands gourous, comme par exemple Tom Peters, bon, c'est des gens qui se sont aussi beaucoup trompés, hein. Il a fait un tabac avec son livre In Search of Excellence, hein, le prix de l'excellence en français. Hein. Mais sur les 40 et quelques entreprises qu'il a mis en avant, il y en a une douzaine qui étaient déjà en difficulté 18 mois après la sortie du livre. Hein. Donc, bon. Non, le seul que je considère comme un grand, comme un très grand, comme un vrai gourou, mais qui était quelqu'un d'assez modeste, c'était Peter Drucker. Parce qu'il avait une très très large... il avait été éduqué à Vienne dans des milieux très cultivés, donc il avait une éducation très large, une culture extrêmement large. Il a enseigné l'art japonais, la politique, la théologie et bien sûr surtout le management. Hein. Lui, c'était sans doute un vrai gourou avec une vision très grande, très large, très pointue. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il ferait mieux que la plupart des consultants, parce qu'il serait plus en adéquation avec les formes actuelles de développement des entreprises. Pour terminer, Marc Moussely, quels sont les nouveaux défis face à ce contexte difficile qui se pose au cabinet de consulting? Alors, l'un des premiers défis, c'est de réussir à s'adapter à ce que deviennent en ce moment les entreprises. Hein. Avec la frontière poreuse à maîtriser notamment. Voilà, vous avez des entreprises qui aujourd'hui sont au centre d'un écosystème extrêmement complexe, qui vont s'associer avec les uns pour une affaire, avec les autres pour une autre. Vous avez aussi, et ça c'est capital quand on parle de stratégie, puisque la stratégie, ça repose avant tout sur l'anticipation, c'est voir loin et essayer de comprendre comment on va pouvoir y aller. Hein. Bon. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui n'ont plus les moyens d'anticiper ou qui ne veulent plus le faire. Hein. Donc aujourd'hui, on a des reportings à 3 mois, vous le savez. Hein. Pour la majorité des entreprises, 18 mois, c'est un terme prospectif très très lointain. Hein. Et je citerai le patron de Google, qui, à ma connaissance, n'a jamais fait appel à des consultants, Eric Schmidt, hein, président, qui disait, chez Google, on n'a pas de big picture, on n'a pas de plan à 5 ans, on n'a pas de plan à 2 ans, on n'a pas de plan à 1 an. Ce qu'on a, c'est une mission, alors qu'on pourrait appeler vision, qu'on pourrait appeler valeur, tout ce que vous voulez. La mission, c'est traiter l'information du monde, hein, traiter toute l'information du monde. Hein, et on a une stratégie qui est faire ça par l'innovation. Et ça s'arrête là. On a donc un rapport au temps qui s'est... donc on a un rapport, oui. Donc comment faire pour travailler comme faisaient traditionnellement les conseillers en stratégie, c'est-à-dire analyser, comparer, faire du benchmarking, réfléchir sur un avenir à long terme, qui peut être un avenir à 18 mois ou à 40 ans, selon le secteur dans lequel vous êtes. Hein. Les boîtes n'ont plus le temps ni la volonté de le faire. Et sur quels atouts ces grands cabinets peuvent-ils, ou les plus petits d'ailleurs, peuvent-ils s'appuyer pour justement faire face et relever ces nouveaux défis? Ils auront toujours une place. Pourquoi? Parce que quand on embauche un cabinet de consultants, qu'est-ce qu'on embauche? On embauche des jeunes déjà, on fait venir des jeunes dans sa boîte, des jeunes qui sont bien formés, bien éduqués, très qualifiés, et avec une très grande agilité d'esprit, ce qui est peut-être le plus important. On fait venir aussi dans sa boîte des seniors qui ont une expérience importante, qui ont vu 30, 40, 50 boîtes avant de voir la vôtre. On fait venir des seniors qui vont s'adresser bien sûr aux dirigeants, si on est dans le domaine de la stratégie. Le PDG dans une boîte, il a un problème, c'est qu'il est seul, quoi. Il est seul. Il ne peut pas parler vraiment à cœur ouvert de ses problèmes avec qui que ce soit. Alors bien sûr, il y a des clubs qui permettent aux gens d'échanger entre eux, mais c'est quand même délicat toujours. Hein. Ça ne résout pas tous les problèmes. Tandis que là, il a quelqu'un qui est de son niveau, hein, qui a une expérience large, et avec qui il peut parler librement, puisqu'il n'est pas en compétition avec lui, ce n'est pas un de ses collaborateurs. C'est pas... Donc cette fonction de miroir est extrêmement importante. Et puis bien évidemment, ces consultants qu'on lance dans la boîte, ils arrivent avec une boîte à outils qu'on peut critiquer dans tous les sens, mais qui fait gagner du temps, surtout quand ils savent bien la manipuler avec intelligence. Donc malgré ce contexte difficile, il y a toujours une raison d'être pour les cabinets de consulting. Et je pense qu'on peut leur faire confiance pour s'adapter justement, par exemple,
à ce qu'on appelle dans le métier des démarches courtes. Hein. Faire une consultation de stratégie qui va peut-être durer 3 jours, alors qu'avant, elle aurait duré 8 mois ou 3 mois. Eh bien, Marc Voilà. Mossely, je vous remercie d'être venu apporter cet éclairage sur ce qui se passe dans le secteur du consulting. Merci d'être venu sur Exerficana. Merci. Merci à Precepta, Exerfi.